Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Garage que je ne présenterai pas avec Driss Abdi cette semaine. Je vous rappelle que le Garage, c'est désormais une nouvelle émission chaque semaine le mercredi à 21h et que vous pouvez également nous retrouver 24 heures sur 24 sur le site watch.tv, vous abonner au podcast sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Garage TV. Alors, avec nos invités, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit salon automobile quasi inconnu en dehors de ses frontières. Voici encore à peine quelques années et où les constructeurs européens vont désormais faire d'importantes annonces quelques semaines après le Mondial de Paris. Je veux parler du salon de Los Angeles, on verra ce qu'il fallait ne pas y manquer. Et puis a laissé cette semaine dans le garage le nouvel Opel Mokka X qui se veut à la fois baroudeur et confortable. Alors pour parler de tout ça avec nous sur ce plateau, honneur aux dames, j'ai donc le plaisir de recevoir pour la première fois Agnès Lasbarère, journaliste chez nos confrères d'AutoPlus. Salut Agnès. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Ça fait plaisir que tu sois avec Merci. nous pour parler de Los Angeles aujourd'hui, dont tu reviens d'ailleurs. Ouais, c'est très gentil de m'inviter. Et le plaisir est pour nous. Et vous connaissez également, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Monsieur Damien Rullière pour voiture.com. Salut Damien. Salut. Et puis bien sûr notre précieux camarade Nicolas Hédet. Bonjour à toutes et à tous. Avec sa jolie voix ténébreuse. Oh. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes. S'il veut. Peut-être. Voilà, alors Agnès, le salon de Los Angeles. En fait, moi, je ne savais pas qu'il était aussi ancien que ça. Il existe depuis 1907, ce salon, donc il a plus de 100 ans. Il dure une dizaine de jours, donc c'est, on va dire, assez comparable à Paris en termes de durée. C'est un petit peu plus court. Par contre, Driss, qui n'est pas là, mais qui est allé il y a quelques années, m'avait dit « Ouais, c'est étonnant, je m'attendais à un truc gigantesque. » Et en fait, c'est un salon de province. Le salon de Los Angeles, c'est quoi, 71 000 m² d'exposition. C'est 2 fois moins que Paris, en fait. Hein. Ah oui, c'est vraiment tout petit. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que Los Angeles est quand même une ville gigantesque qui n'en finit plus. Et puis quand on arrive là-bas, ça fait effectivement un petit salon de Lyon ou le salon de Genève qui aussi est très important, mais en espace est très réduit. Mais du coup, ça a un côté très sympa. Très sympa. Alors j'imagine que si c'est comme à Genève, effectivement, on a un petit peu une vue d'ensemble tout de suite de tout ce qui s'y trouve. Très rapidement, il y a 2 petits halls et on voit tout de suite tout ce qui se passe. Et alors justement, qu'est-ce qu'on trouve en priorité à Los Angeles? C'est qu'on ne va pas trouver à Détroit, qui est quand même le salon américain de référence, qui a lieu donc en début d'année, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on trouve à LA? Alors effectivement, à Los Angeles, comme maintenant, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis on a l'impression que depuis quelques années, ça devient un salon qui a de plus en plus d'importance. Et surtout pour les Européens. Parce que visiblement, le salon de Détroit, c'est réservé aux Américains, c'est vraiment leur domaine. Et le salon de Los Angeles, en fait, ce qu'il y avait de plus important et de plus intéressant était amené par les Européens. Alors, amené par les Européens, malgré tout, est-ce qu'il se caractérise, on va dire, par un type de segment particulier? On est plutôt dans le haut de gamme, dans le luxe alors à Los Angeles. c'était surtout des SUV. Il faut dire que voilà, c'est le marché aujourd'hui, que ce soit chez nous ou même là-bas. Il se trouve aussi que pour moi, le truc le plus important qu'on a vu là-bas, c'était l'Alfa Romeo Stelvio. On va en parler justement, si on peut l'avoir à l'image. Ouais, alors ce que tu dis est intéressant, parce que j'ai regardé un petit peu ce que les médias américains avaient dit de ce salon, et il y a une constante qui revenait, c'est alors la voiture du salon pour être ce nouveau SUV Alfa Romeo, le Stelvio, qui était donc présenté en première mondiale à Los Angeles. Alors, c'est pas tout à fait le retour d'Alfa Romeo aux États-Unis, mais quand même, parce que l'année dernière, je crois qu'ils avaient déjà présenté la Giulia, me semble-t-il. Peut-être que. Voilà. Mais en tout cas. Non, c'était peut-être à Détroit, non? Je sais plus. Voilà. Mais en tout cas. C'était aux US, effectivement. La 4C était déjà disponible aux États-Unis. Donc là, on va dire que c'est quand même le grand retour, un gros battage autour de ce Stelvio. Et alors, est-ce qu'il est vraiment bien? Alors, vraiment, moi, j'ai été assez bluffée lorsque je l'ai vu en vrai. C'est vraiment un véhicule, il faut voir en vrai. En photo, il ne rend pas aussi bien. En revanche, quand on le voit, il est vraiment magnifique. Il a un super look. Moi, la première fois que j'avais vu la Giulia, dans la version quadrifolio, j'avais été un petit peu déçue parce que j'avais trouvé que c'était un peu too much. Et là, au salon de Los Angeles, le Stelvio était présenté
aussi en version quadrifolio, et là, ça lui va super bien. Avec des ouïes sur le capot, les doubles sorties d'échappement, enfin, c'était vraiment, il a une super gueule, il est très bien équilibré, et moi, j'ai trouvé que c'était un très beau véhicule, et pour moi, la star du salon de Los Angeles. Alors, il va taper fort, ce Stelvio, notamment dans cette version QV. 510 chevaux, 4 roues motrices, à la différence de la Giulia, qui est une pure propulsion. Nico, c'est quoi ces concurrents, on va dire, naturels ? Parce qu'on a presque envie de dire que c'est le Maserati, mais c'est la même famille, c'est la même maison. J'ai eu l'occasion d'essayer le Levante il n'y a pas très longtemps. On a moins de chevaux dans un Levante. Là, on a quelque chose de plus compact aussi. Parce que le Levante, on est un peu plus de 5 mètres de mémoire. Là, on est en face d'un Q5. Alors, est-ce que ce sera le SQ5 ? Mais il n'y a pas autant de chevaux sur un SQ5, comme on le sait. Oui, qui est en diesel de 330 chevaux. Si c'est un peu atypique, en fait. On s'en rendait compte justement il y a un an avec la Giulia. Là, on a quelque chose de vraiment puissant, avec pour une catégorie finalement compacte presque. Son concurrent naturel, c'est le Porsche Macan, parce qu'ils ont exactement quasiment les mêmes dimensions, sauf que le Macan, dans sa version la plus puissante, il fait que 440 chevaux. Voilà, mais par contre, là pour le coup, je trouve, moi je suis beaucoup plus séduit par ce qui se fait là chez Alfa que chez tous les autres. Très honnêtement, en termes de ligne, c'est impressionnant. Enfin, c'est magnifique. On a ce charme italien et on a un moteur labellisé Ferrari. 2,9 litres V6. Ils vont prendre la mouche, nos amis allemands, avec... je pense que ça va pas trop leur plaire, surtout que chez Alfa, ils sont très très clairs, ils disent qu'ils se positionnent très haut de gamme, que le concurrent, effectivement, c'est le Macan, en rigolant un petit peu en disant qu'il n'a que 400 et quelques chevaux. Et voilà, et donc en finition, en l'intérieur, etc., c'est vraiment du haut de gamme. Donc les tarifs, ça va être aussi... Haut de gamme aussi, Parce qu'on l'avait vu sur la Giulia, hein, elle se porte en référence face à la M3, face à des voitures comme ça, et pareil, il a presque unanime en disant, en gros, c'est le meilleur compromis actuel en termes de sportivité, de châssis, de freinage, etc. Là, s'ils font pareil... On peut dire peut-être que Alfa est vraiment de retour cette fois-ci, parce qu'ils avaient plus de gamme, ils avaient deux voitures dépassées, et là ils reviennent coup sur coup en à peine un an avec deux voitures qui pourraient être référentes. Alors la Giulia, on sait qu'elle l'est, mais celle-ci pourrait l'être aussi, on l'image. Oui, et puis ils annoncent quand même un 0 à 100 en 3 secondes 9. Je crois qu'une VMAX 284 km/h. Donc ils sont bien remontés et on les sent bien forts. Après, est-ce qu'au niveau des marchés, marché français par exemple, ou italien, est-ce qu'on va vendre plutôt ce genre de version ou plutôt des diesels ? Ça reste à voir aussi. Qu'est-ce qu'ils auront en diesel ? Qu'est-ce qu'il va y avoir en diesel par rapport à Porsche ? Parce que Porsche, on sait qu'ils sont plutôt bien pourvus de ce côté-là. Audi également. D'ailleurs, alors on peut imaginer effectivement une entrée de gamme avec le diesel 280 chevaux, 180, pas 280, qu'on trouve sur la Giulia. Et d'ailleurs, il faut dire que tu me le précisais tout à l'heure en antenne que cette version sera la dernière à arriver sur le marché. C'est la première présentée, mais ce sera la dernière arrivée. Et puis pour les tarifs, donc il faudra voir, mais si ça se met en face du Macan comme la Giulia est en face de BMW, ce sera peut-être un petit peu moins cher en entrée de gamme, mais probablement beaucoup plus cher sur cette version-là. Ouais, il y a vraiment des chances que ce soit quand même assez cher quand on voit le prix de la Giulia, un quadrifolio, justement, je crois que c'est pas loin des 90 000 quasiment, 79, quelque chose comme ça. Donc là, je pense que le Stelvio, ça va être aussi chaud, mais franchement, il est vraiment très beau. Et puis à l'intérieur, la planche de bord est différente quand même de la Giulia. Elle est plus plate, elle est plus dessinée. Il y a du carbone. Enfin, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est très beau. On va enchaîner avec le Mazda CX-5. Alors, tu me disais que tu étais un petit peu déçu parce que on s'attendait à ce que ce soit une vraie nouvelle version et en fait, c'est un très gros facelift. Oui, en fait, la base est la même. En fait, c'est un gros restylage. La base est la même. En revanche, ils ont refait tout ce qui est carrosserie et l'intérieur. Alors, à l'avant, c'est pareil, la signature lumineuse a évolué, c'est un petit peu plus moderne. La calandre aussi a été redessinée. La planche de bord aussi. Il y a une petite montée en gamme au niveau de la finition des matériaux, c'est un petit peu mieux. Mais c'est vrai que moi, je pensais que c'était un vrai nouveau modèle. En fait, c'est un gros restylage. En cycle de vie, il date de quand le CX ? Et en fait, 5 ans, je crois. La version actuelle a 5 ans, donc c'est normal. C'est pour ça qu'on pouvait aussi naturellement s'attendre à presque une nouvelle version. Parce que les Japonais sont assez réactifs, généralement. Si on prend une Civic, elle enchaîne les générations tous les 4 ans, 5 ans en ce moment. C'était pas choquant dans le sens où le CX-5, il avait
est quand même plutôt bien vieilli, et moi, c'est à mon sens un des meilleurs du segment, donc il n'avait pas besoin de se réinventer finalement. Il est assez méconnu en fait, ce SUV. C'est tout le problème de Mazda, c'est que ils font des très bons produits, même d'excellents produits. De belles voitures aussi. Voilà, de belles voitures. Globalement, il y a un beau design en plus. Et leur problème, c'est la visibilité. Ça Ici, fait clairement défaut. En Europe, parce que d'un niveau mondial, le CX-5 il s'est super bien vendu, mais c'est vrai qu'en Europe, on les connaît moins ces voitures-là, alors qu'effectivement, elles sont plutôt belles, elles sont plutôt réussies esthétiquement. Et puis, je pense que toute leur gamme de moteurs aussi est assez performante. Donc voilà, mais c'est moins connu, bizarrement. Ils arrivent toujours à se positionner vraiment pile en dessous des premium allemands, quoi. Donc c'est intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite coupure avec l'Opel Mokka-X. Alors, on parlait de restylage qui passe plus ou moins inaperçu. Et ben, c'est pas trop le cas non plus de celui du Mokka-X, de l'Opel Mokka, dont le patronyme s'affule d'un X. Alors, plus baroudeur, mais aussi plus confortable. Voici l'essai de l'Opel Mokka-X. Voilà, Driss, on se retrouve donc au volant de ce nouvel Opel Mokka X. X, c'est la lettre qui va désigner tous les SUV dorénavant chez Opel. Le Mokka est le premier donc à porter ce suffixe. Le Mokka, Driss, c'est le best-seller d'Opel. Hein. Oui, depuis son lancement en 2012, ils ont pris 600 000 commandes, ce qui n'est pas rien. Non, c'est clair. Alors le SUV, on le sait depuis longtemps, c'est un segment quand même assez porteur. Ce petit Mokka, on l'essaye aujourd'hui dans la version diesel 136 chevaux. Il sera disponible en d'autres motorisations, Driss ? Effectivement, 4 motorisations, 2 essence, 2 diesel, essence 140 et 152 chevaux, diesel 110 et 136 chevaux, et puis tu as tout un tas de combinaisons possibles, Alexandre. Ouais, 4 niveaux de finition, boîte auto, boîte méca, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, on va s'intéresser quand même à la conduite. Alors, X, ça veut dire aussi 4x4, en l'occurrence. Alors, c'est pas un franchisseur, ça fait du tout-chemin, ça fait même bien du tout-chemin, mais voilà, on va pas lui en demander trop non plus. En revanche, en termes de conduite, toi, qu'est-ce que tu en as pensé déjà ? C'est confortable, c'est la première chose que j'ai remarqué sur ces routes-là, c'est que c'est bien suspendu pour le coup. On a des sièges ergonomiques, je ne me souviens plus de la AGR, nomenclature. Voilà, donc c'est certifié par l'organisme AGR en question. Tu l'expliqueras probablement mieux que moi, toi qui prends soin de ton dos. En tout cas, voilà, donc des sièges, une suspension, tout est fait pour t'offrir un maximum de confort. Alors tu disais tout à l'heure que le Mokka X est un 4x4, mais c'est pas un 4x4 permanent. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors comme beaucoup de ce genre de SUV, c'est un 4x4 qui est d'abord 2 roues motrices, et puis en fonction des conditions d'adhérence, il va embrayer les roues arrière. Jusqu'à 50% du couple pourra être transmis à l'arrière, les 50% restants resteront devant. Mais sinon, sur une route normale, il va fonctionner comme une traction, c'est-à-dire avec 100% du couple sur les roues avant. Alors quel intérêt ? L'intérêt, c'est que en ne transmettant pas à l'arrière, on fait évidemment des économies de carburant. Et il y a un bouton à toucher, comment ça se passe pour Rien à faire, c'est entièrement automatique en fait. Hein, ce sont les capteurs de SP qui vont détecter la perte d'adhérence sur une roue et qui vont à ce moment-là donc transmettre immédiatement du couple pour récupérer de l'adhérence. Alors une autre spécificité de ce Mokka X, c'est également sa connectivité. Alors évidemment, Apple CarPlay, Android Auto, c'est presque devenu, on va dire, quelque chose de banal, mais il y a aussi évidemment le nouveau Opel OnStar qui est arrivé en Europe récemment, on en a déjà parlé dans le garage, le Opel OnStar, et puis ça arrivera dans les mois à venir en France, la connectivité Wi-Fi à bord. Alors ça fait partie d'OnStar à la base, c'est juste une question d'accord avec les opérateurs. Opel nous a certifié que d'ici quelques mois au maximum, la fonction sera disponible en France. Donc en gros, tu as une puce 4G dans la voiture, je recherche le réseau Wi-Fi et je branche mon téléphone sur la voiture. Absolument, et c'est intégré dans l'abonnement OnStar, il n'y a pas de service en plus à payer. Alors à propos de l'écran de la voiture, on se disait que moi je trouve que c'est plutôt bien fait, la planche de bord est agréable, c'est joli à regarder. Ouais. J'aime beaucoup le tableau de bord d'ailleurs. Par contre, je sais pas pour toi, mais je déteste les commandes au volant. J'ai un mal fou à m'y faire. Alors je vais pas dire que je les déteste, bon, il y en a beaucoup. Par contre, il y a
un petit défaut de logique à mon sens dans les commandes. On a là on a un petit bouton rotatif qui pourrait être naturellement le volume et c'est pas juste, il sert à autre chose, il sert à choisir les sources et à changer de plage ou de radio. Voilà, donc c'est pas hyper naturel le bouton de volume, pour le coup il faut l'enfoncer, c'est pas ce qu'on a envie de faire naturellement. D'autant plus que pour accéder au menu, donc aux différents écrans d'affichage du petit écran central, tu es obligé de toucher le commodo sur la gauche qui est derrière le volant. Donc c'est pas franchement ce qu'il y a de plus pratique. Bon, ça c'est comme tout, hein, on s'y fait quand on possède la voiture, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif. Quand on est habitué à changer de voiture régulièrement, à essayer plusieurs voitures, on va pas forcément chercher les menus sur le commodo, mais plutôt sur le volant, et là c'est pas le cas. Au niveau de l'habitabilité, donc on l'a dit, hein, c'est un petit SUV. Oui, c'est du segment B. Donc ce qui est plutôt pas mal hein, pour un usage urbain auquel se destinent la plupart du temps aujourd'hui les SUV. Voilà, et grosso modo, il y a suffisamment de place à bord. Hein, on voyage avec une petite famille. On va parler du prix peut-être. Ce que j'allais te demander, alors prix de départ, si je me souviens bien. Un tout petit peu en dessous des 21 000 euros. Voilà, pour la version 950 euros. Pour la version essence, 140 chevaux, finition de base. Voilà. Le premier diesel est à un peu plus de 23 000 euros. Et puis la finition haut de gamme, maximum du maximum, sans les options. On est juste en dessous des 30 000 euros. C'est avec un diesel de 550. Voilà, bah, tu l'as dit. Donc bah, toi, Driss, maintenant qu'il y a un petit bout, tu l'achètes ou pas? Bah écoute, moi j'aime bien, on n'en a pas parlé, j'aime beaucoup la ligne extérieure aussi. Je trouve qu'il a un petit côté sportif qui est sympathique. Donc oui, je suis tenté par ce Mokka X. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Ciao. Salut. Bisous. Un petit bisou de Driss qui n'était pas avec nous aujourd'hui. Voilà, on l'a retrouvé quand même. Oui, mais apparemment il apprécie, hein, il aime bien pour mettre Wesley dedans et tout, avec les couches, ouais, tout mais ça. C'est normal, mais cela dit, il a raison, il est pas si mal ce Mokka X, il est beaucoup, j'ai envie de dire, moins rugueux, le terme est peut-être un petit peu rude justement, mais il y a de gros progrès qui ont été faits sur ce qui n'est finalement qu'un gros facelift. Hein. Voilà, enfin, je tenais à le dire. On va enchaîner toujours sur Los Angeles, Agnès. Alors, c'était un petit peu une frustration à Paris. Elle a été réparée à Los Angeles. C'est Mini qui a lancé le Countryman. Et alors, lui, il a carrément changé. On va le voir à l'image, ce Countryman. C'est plus une petite voiture, ça n'a plus rien de Mini. Ah non, Mini, ça n'a de Mini que le nom, parce qu'il fait quand même 4,30 m. Donc c'est quand même assez gigantesque. Il a pris 20 cm comparé à l'ancienne version. C'est un Qashqai, non? En longueur, on n'est pas loin. Parce qu'un Qashqai, je crois, à 4,36 m. Bah c'est un Q2, non? Je pense que c'est un peu plus long. Pour le coup, oui. Alors le Q2, justement, oui, concurrent naturel, on le verra la semaine prochaine dans le garage. Mais oui, c'est ça. Enfin, c'est aujourd'hui le concurrent naturel du Q2. Je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que quand on le voit en vrai, enfin, du moins dans le salon, après il faut le voir toujours sur la route, hein, c'est toujours différent, mais il fait pas si gigantesque que ça. L'avantage, c'est qu'il gagne quand même de la place à l'arrière. On a toujours la banquette qui coulisse, mais on se sent quand même assez bien à l'arrière. Et puis, il a quand même pas mal évolué. Alors, esthétiquement, il y a effectivement au niveau de la calandre, des optiques, mais bon, c'est quand on aura l'ancien, on va pas passer à has-been non plus, hein, parce que c'est toujours un style comme ça. Mais en volume de coffre aussi, il est pas mal. Je crois qu'il fait 450 décimètres cubes. Donc il a gagné un petit peu. Et puis surtout, il dispose de motorisation beaucoup plus puissante parce que je crois les diesels, maintenant, c'est 150 et 190 chevaux, alors qu'avant, c'était 112 et 142 de mémoire. Donc là, il gagne quand même pas mal de chevaux. Et en essence aussi, il gagne des chevaux. Donc ça, c'est pas mal. Après, toutes les aides à la conduite et tout ce qu'on fait maintenant, bien évidemment. Tout l'héritage de la 3e génération de Mini, oui, en fait. Mais par contre, sur la base de la BM série 2, c'est les mêmes plateformes et on voit finalement ce Countryman il passe de la catégorie des citadines à celle des compacts. Hein. C'est peut-être un problème, je pense, pour certains clients, certains clients urbains justement qui ont besoin de garer leur voiture. Moi, je connais bien le Countryman d'ailleurs, je l'ai bien connu. Ça se gare quand même pas mal. Voilà, ça se gare plutôt bien. Celui-là, on n'est plus dans la même catégorie, donc est-ce qu'on va forcément toujours là-dessus ou est-ce qu'on est obligé d'aller sur autre chose? Mais autre chose chez Mini, en look un peu tout terrain, il n'y a que celui-là, donc
C'est le problème des Mini depuis quelques temps, malheureusement, même si on aime toujours la marque. Est-ce qu'on va pas se lasser un peu de ce design? Parce que voilà aussi, ça ressemble beaucoup à l'ancien quand même, si les blocs optiques ont changé, on le modernise, mais on reste quand même dans le même... Oui, mais c'est le principe de toutes les marques un peu premium, c'est qu'elles veulent surtout pas modifier leur style, surtout quand c'est un style qui marche. Oui, l'équipe qui gagne. Parce que justement, pour les clients qu'ils veulent fidéliser, ceux qui ont pas envie de changer tout de suite, ils passent pas justement pour has-been et du coup ils arrivent à garder leur clientèle comme ça. C'est vraiment, on a ça effectivement chez Audi, on a ça chez Volkswagen et c'est de plus en plus la règle. Il y a ce design qui change pas trop. En revanche, il y a cet embonpoint qui est pris sur toute la gamme, sur la version 3 Voilà, c'est le cas. Et comme tu dis, pour la ville, ça peut être un problème. Moi, je connais des gens qui ont les Mini, on va dire les nouvelles Mini de première génération, et qui disent mais moi je me reconnais pas dans les nouvelles, c'est trop gros, je garde ma Mini jusqu'à ce qu'elle en puisse plus, quoi. Ça a été mon cas il y a 2 ans quand la nouvelle Cooper S, la Mini 3 est arrivée. Moi j'avais encore l'ancienne, donc la Cooper S première génération qui datait encore de 2004, celle-là. Du moins la mienne, 17 cm d'écart sur la longueur, c'est pas rien pour garer une voiture, 17 cm, et pourtant on est sur une hatch dans les deux cas. Oui. Alors, on a gagné en volume habitable, on a gagné sur plein de choses, et surtout en sécurité, bien sûr, c'est le but aussi. Mais bon, le côté Mini, il faudrait qu'on nous sorte une mini, quoi. C'était l'objectif à une époque, je sais pas, je crois que ça a été abandonné d'une mini. Vraiment une petite. À peine un peu plus grande qu'une Smart, finalement. Tout à fait, et ça a du sens. Ah, ça a vraiment du sens. Ça en aurait, en tout cas, si ça pouvait... Bon, monsieur Mini, faites quelque chose. Oui, il y a de la demande pour une Mini, de taille Mini. Exactement. Effectivement. D'ailleurs, alors, on va pas en parler là, mais la Smart, qui a été présentée en version électrique à Los Angeles, alors on l'avait déjà vu avant, donc c'était pas vraiment une première mondiale. Il y a d'ailleurs plus de 20 premières mondiales à Los Angeles. Alors beaucoup d'américaines, mais beaucoup de japonaises aussi. Et là, on va s'intéresser à une autre européenne, qui est la Volkswagen e-Golf. Alors, c'est pas le premier salon auquel participe Volkswagen aux États-Unis depuis le fameux Dieselgate, mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de ce produit aux États-Unis? Parce qu'ils ont présenté d'autres choses qui sont pas vraiment compatibles avec le i de e-Golf, qui veut dire électrique. Alors, c'est un peu particulier. Bon, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, comme d'habitude, je fais beaucoup de salons européens, c'est que le stand de Volkswagen est toujours en bonne place, très grand, très imposant, avec beaucoup de modèles. Là, j'ai failli le louper, pour être tout à fait honnête. C'est discret. Parce qu'en fait, il était près d'une entrée, certes, mais il était dans un coin. Et c'était pas une entrée non plus principale. On peut pas dire qu'il y avait foule. Alors, il y avait l'Atlas qui était présenté. Voilà, l'Atlas qui est un gros SUV. De plus de 5 mètres, mais qui n'est pas destiné à l'Europe. Donc, que Volkswagen n'avait pas au catalogue et qui lui manquait sans doute sur le marché américain. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'était la discrétion, en fait, de Volkswagen. Profil bas. Oui, un petit peu. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Après, effectivement, donc il y avait la e-Golf, donc ça permet un peu de se dédouaner, d'être. Mais bon, elle gagne en autonomie. Donc, mais ça, c'est vraiment ce qui plaît aux Américains et notamment en Californie. Ils sont très attirés par tout ce qui est électrique, hybride rechargeable. Donc voilà, c'était un peu la caution californienne. Alors cette Golf, elle adopte, on va dire, c'est le nouveau trait du restylage de la Golf 7. On va digresser un peu sur l'électrique. Est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules électriques à Los Angeles? Parce que moi, je regarde la liste des nouveautés. À part, je parle de première mondiale, pas de concept. À part cette e-Golf, je vois pas grand-chose avec marqué électrique dessus. Il y avait notre concept dont on va peut-être parler, qui était le concept Jaguar. Absolument, c'est ce qui vient derrière, mais justement, on va dire en voiture de production tout de suite, dans les premières mondiales, je vois pas grand-chose. Non, pas vraiment. Alors si, il y a la Mini Countryman qui a été annoncée en plug-in hybride. Absolument. Mais en 100% électrique, je suis assez étonné, je m'attendais à plus que ça. Moi aussi, et puis même dans la rue, il y a énormément de Prius. Ça c'est... Je m'attendais à avoir beaucoup de Tesla, j'en ai pas vu tant que ça. Après, ça doit dépendre des quartiers où on va. Mais Los Angeles est tellement grand qu'on ne peut pas faire tous les quartiers quand on fait un salon. On n'est pas sur les mêmes gammes de prix non plus. Voilà. Puis les salles à 35 000 $ n'ont pas été livrées, puis elles ne sont pas prêtes de l'être. Voilà. Exactement. Il faut attendre. Non, mais je pense que du côté de Rodeo Drive, il doit y avoir beaucoup de Tesla. Est-ce que comme chez nous, ils n'ont pas réduit aussi les aides à l'achat? Ça, je ne saurais pas te dire.
Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à nous la donner. Alors justement, concurrent naturel du Tesla Model X, Jaguar, qui a présenté son... Alors c'est un concept pour l'instant, mais le e-Pace, qui est un SUV 100% électrique. Oui, 100% électrique. On va le voir à l'image. Le modèle qui a été présenté, logiquement, ça sera très proche de la version de série, du moins extérieurement. Il faut savoir qu'il arrivera chez nous qu'en 2018, donc on a encore un petit peu de temps. C'est plutôt pas mal. Logiquement, l'autonomie annoncée, ça sera 500 km. Ça veut dire qu'en vrai, ça sera plutôt 350. C'est déjà bien pour un SUV. Ce qui est déjà c'est respectable. Très, très bien. Et puis, une puissance de 400 chevaux quand même. Donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il a un vrai look. Donc, on attend de voir ça assez vite quand même. C'est plutôt pas mal. Alors moi, j'ai vu sur les images d'intérieur, il m'a fait penser un peu à une Volvo, ce qui est... Alors, je ne sais pas s'il faut s'en étonner ou pas, mais avec une planche de bord assez aérienne. Oui, mais là, c'est vrai que l'intérieur était très concept. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'avancer sur l'intérieur. On verra ce que ça donnera, pareil, pour le modèle de série. En revanche, l'extérieur est vraiment très original. Et puis, c'est marrant parce que ça fait vraiment entre grosse berline et SUV. Ça n'a pas tout à fait le gros look de SUV, mais ça a vraiment un bon look. Parce que je crois qu'il est un petit peu plus petit que le F-Pace, qui est leur SUV actuel là, qu'ils ont lancé il y a peu de temps. L'intérêt de ce concept, c'est que s'ils arrivent à le produire en série et à le lancer en 2018, ils auraient 1 an et demi à 2 ans d'avance sur la concurrence allemande. Je sais que Mercedes et Audi ont annoncé des SUV 100% électriques, je crois, pour 2020. Donc Jaguar sera en avance, quoi. Mercedes avec sa nouvelle marque électrique, notamment Nico. Oui, c'est la nouvelle marque EQ qui a été présentée au mondial avec justement un SUV, une nouvelle plateforme, avec je crois une dizaine de modèles qui vont sortir sur cette plateforme. Le premier prévu en 2020. Oui. C'est ça. Vraiment, oui. Et c'est une toute nouvelle marque, un peu comme i chez BMW. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait tous les constructeurs s'y mettent avec des plateformes spécifiques en sandwich, justement permettant d'emmagasiner des batteries qui sont apparemment de plus en plus performantes, avec en plus en particularité chez Volkswagen la possibilité de rouler de manière totalement autonome à partir de 2025, je crois. Et c'est paradoxal d'ailleurs, parce que tout à l'heure tu me demandais si effectivement il y avait beaucoup de révélations de voitures électriques, mais c'est vrai que c'était en revanche au mondial, on ne parlait que de ça. Et là, non, c'était pas vraiment le Et si on parle de Mercedes, moi je vois dans la liste des premières mondiales une AMG E63, une AMG GLE 43, une Maybach S650, rien d'électrique. Rien de très sobre. Rien de très sobre. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi, franchement. Mais les Américains, le CO2, même si en Californie on fait genre on aime bien l'électrique et l'hybride, les Américains, le CO2, ils s'en foutent encore un petit peu. Oui, je pense aussi. Voilà, les Américains se foutent du CO2. Donc, ça sera le mot de la fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Agnès, tu reviens quand tu veux. Damien, Nicolas, merci à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein d'essais. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous. Bye bye. J'ai tout